Bonjour et bienvenue pour cette vidéo hors série numéro 8. Là, je ne suis pas dans mon bureau à l'université, je suis dans mon bureau chez moi. Cette vidéo, elle célèbre le passage des 1200 abonnés sur Twitter, des 1200 followers. Et il y a quelques jours, le week-end dernier, je crois, j'avais fait un petit sondage en faisant 3 ou 4, je ne sais plus, propositions de sujets pour cette petite vidéo improvisée. Afin voilà, de savoir ce que préféraient les personnes qui me suivent de près sur Twitter. Et ce sondage a été sans appel puisqu'il y a eu quand même plus de 50 votants, je ne sais plus très bien, et 60% des personnes interrogées ont demandé à ce que je fasse une vidéo expliquant l'origine de mon intérêt, de ma passion même, pour les littératures africaines. Alors ça veut dire que je vais me replonger brièvement dans mon passé. On va rembobiner un petit peu jusqu'en 1993. En 1993, j'ai 18 ans, bientôt 19, et lors d'une colle, d'un oral blanc en Cagne, avec une professeure que je n'avais pas, mais qui du coup évidemment interrogeait les élèves de Cagne. Il s'agissait de Madame Lérété, Annie Lérété. Elle parle comme ça, à brûle-pourpoint, en dehors en fait de l'interrogation orale elle-même. On parle de littérature, tout ça, et elle me demande ce qui m'intéresse, et puis on parle un petit peu de mes projets, tout ça, de littérature, et elle me dit qu'il faut que j'aille voir du côté de Salman Rushdie. Elle me dit qu'il faut que je m'intéresse aux littératures non européennes. Elle me parle de Salman Rushdie, elle me donne 2 ou 3 autres noms. Et à cette occasion, eh bien, alors évidemment, j'avais déjà entendu parler de Salman Rushdie, j'en avais jamais lu. Elle me cite 2 ou 3 autres noms que je ne connaissais pas. Donc, je me renseigne. On est en 1993, c'est avant Internet, le web, tout ça. Donc, je me renseigne dans des livres, dans des anthologies, et je note un certain nombre de noms d'écrivains, principalement des écrivains d'ailleurs, pas tellement des écrivaines, un signe des temps sans doute. Et l'été suivant, donc l'été 93, je passe 15 jours à Londres, et j'écume évidemment les second-hand bookshops, les librairies d'occasion, et j'achète quelques livres comme ça. Je trouve pas tout ce que je voulais, donc il se trouve que cet été-là, ma sœur passe une bonne partie de son été en Californie avec son mari d'alors dans sa belle famille, et elle m'achète en fait un des livres dont je vais vous parler maintenant, parce que ce sont les premiers livres de littérature africaine que j'ai lus. Alors ils sont là derrière, donc il y en a un que j'ai acheté à Londres, c'est Mouroir de Brighton Breitenbach, et j'ai acheté d'autres livres de Brighton Breitenbach. Et donc Mouroir de Brighton Breitenbach, je le lis, je pense, peu après mon retour de Londres, l'été, au mois d'août probablement, quelque chose comme ça, chez mes parents dans les Landes. Et je suis extrêmement séduit par cette écriture. C'est une écriture très postmoderne, c'est une écriture très dure, très noire, et à la fois très, très ironique, avec beaucoup d'humour noir. Et donc ce livre m'incite fortement à m'intéresser de plus près aux littératures, là en l'occurrence d'Afrique du Sud. Et puis les livres que ma sœur a pu acheter en Californie, ce sont les livres de la première trilogie de Noureddin Farah, Sweet and Sour Milk. Et donc là, je me revois très bien, au mois d'octobre, je dirais, quelque chose comme ça, pendant ma deuxième cagne, dans mon studio de la région bordelaise. Je me revois très bien en train de prendre ce livre, de commencer à le lire, peut-être un dimanche, enfin voilà, dans un fauteuil avec du thé, et de tomber immédiatement sous le charme de cette écriture. Et la suite, eh bien, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais moi je la connais. La suite, c'est que, après en maîtrise, j'ai consacré un mémoire de maîtrise à Noureddin Farah, puis j'ai poursuivi en thèse, j'ai écrit une thèse sur Noureddin Farah, puis un certain nombre d'articles aussi, et je continue de lire très régulièrement Farah. J'ai fini par renoncer à essayer de convaincre des éditeurs de faire traduire en français les derniers livres de Noureddin Farah, qui sont inédits en français, alors qu'ils sont magnifiques, peu importe. Sweet and Sour Milk, qui a été traduit. Prologue. Like a baby, with a meatless bone in his mouth, a bone given him by his mother to suck, while she is in the kitchen minding the pot, which has now begun to sing. Il faut voir comment ça se présente, je ne sais pas si on voit, si le téléphone met au point. Et donc il y a prologue, et à chaque fois, chacun des chapitres de Sweet and Sour Milk commence par ces petites vignettes en italique avec un like. On a le comparant, mais on n'a pas le comparé. C'est à nous d'imaginer le rapport entre ces vignettes épigraphiques et le sens du roman.
There was something very disturbing about his features today. There was something which suggested an untidiness of a sort, rather like a cotton dress washed in salty water and worn until it reeks of human sweat. There was something very vulnerable about his looks, something quite restless. He breathed billows, his lungs sighs. His tongue, swollen and red, rolled in the discharge of pain. Soyan held his mother's hand, held it lovingly and tightly, and he pressed it. "Drink this," she said. "It will do you a lot of good." A beetle entered and cut the heat waves of the room. The beetle headed upwards. It dog-fought with another here, returned, and for a while circled just a few inches away from Soyan's eyes. He closed and opened them. This pained his eyes. And the beetle was gone. "Please, drink it up." But he wouldn't drink the medicinal concoction his mother held in front of his unseeing eyes. Nor would he give a plausible explanation for why he had come home with a stomach disorder. What had he eaten? With whom had he been? What poisonous food had he been given? He had feared that his mother's persistent queries would make a rent in his defensive armor. He had feared that his sister's appeal would make a small tear or two in his cloak of privacy. No fear of that now, for he had become inarticulate with the groans of pain. He need not offer answers to their questions. "Soyan, my son," his mother had said. Je pourrais lire ça sans m'arrêter. Le relire, ça fait très longtemps que je n'ai pas relu Sweet and Sour Milk. Peut-être que je ne l'ai jamais relu en entier depuis ma thèse d'ailleurs. Jamais le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire. Et voilà, moi je suis tombé sous le charme de l'écriture de Noureddin Farah, et donc ça a été le début évidemment d'une spécialisation en littérature africaine, et j'ai lu depuis évidemment au fur et à mesure des années de très nombreux auteurs, de très nombreux textes, de poèmes, des essais, des romans bien sûr, écrits par des écrivains de la diaspora, des écrivaines et des écrivains de la diaspora, des écrivains et des écrivaines d'Afrique, d'Afrique dite subsaharienne, et c'est un terme qui n'a aucun sens. J'ai beaucoup lu aussi des littératures arabes, les littératures du Maghreb, Madagascar, enfin voilà, j'ai beaucoup travaillé sur tout cet angle-là, puis ensuite j'ai évidemment un petit peu étendu vers la Caraïbe de manière complètement évidente, et puis vers d'autres littératures postcoloniales, puisque ma spécialisation maintenant c'est vraiment littérature postcoloniale au pluriel. Mais je reste quand même vraiment spécialiste de ce domaine-là, l'Afrique de l'Est anglophone. Voilà. Sweet and Sour Milk, c'est un roman de 79 que j'ai donc lu en 93. Voilà comment je suis arrivé à l'Afrique ou aux littératures africaines en tout cas.